Bonsoir. Je vais finalement parler en français. Les choses sont plus simples que ce qu'elles apparaissent à l'écran. Je pensais que c'était une conférence franco-russe, donc j'avais fait un slide de russe. Je parle un petit peu le russe, et le reste de mon exposé est en anglais. Et puisque tout le monde parle français, je vais parler français. J'interviens ce soir non pas comme quelque part membre de l'écosystème direct de l'école des mines ou de Télécom. Je suis ingénieur des mines. Aujourd'hui, je travaille avec l'Institut Télécom, effectivement. J'ai été investisseur en capital risque jusqu'il y a quelques mois. Donc j'ai pratiqué l'accompagnement et la création de start-up. J'ai été à l'origine du fonds d'amorçage. C'est moi qui ai eu l'idée du fonds d'amorçage de Télécom Paris il y a maintenant quelques années. Et je suis aujourd'hui consultant et accompagnateur de start-up. Et je suis en fait en train de regarder, par exemple, à pouvoir créer éventuellement une start-up. Bon, je connais très bien le développement des très jeunes entreprises, leurs échecs également, qui sont quand même nombreux. C'est la vie de ces entreprises-là. Et je me suis intéressé en tant que chercheur indépendant dans des domaines plutôt économiques à l'innovation et à la création en dehors des domaines technologiques éventuellement. Et ce que je voudrais commencer par faire, c'est là. C'est parler de deux croyances répandues couramment dans les politiques publiques autour de l'innovation et qui ont en fait des raccourcis au fil du temps et oublié peut-être un certain nombre de chicanes dans lesquelles on peut sortir complètement de la route. Quand les politiques en général essayent de travailler sur l'innovation, etc., leur vrai but c'est pas d'innover, c'est de créer de la richesse et de l'emploi. Et donc l'objectif numéro 1, c'est de créer de l'emploi. J'étais il y a quelques années au conseil d'administration du club des normaliens dans l'entreprise, j'ai fait l'école normale supérieure il y a quelques années, et on se demandait justement, il y a des chercheurs qui sortent de normale sup, il y a des chercheurs en sciences humaines ou en sciences dures, où est-ce qu'on peut les aider à trouver de l'emploi s'ils veulent aller dans l'entreprise éventuellement. Et donc ce que j'avais proposé à l'époque, c'est qu'avec les gens de normale sup, et avec un consultant avec qui on s'est associé, on recherche les PME, pas les startups, mais les PME, les boîtes un peu déjà établies, qui croissent encore vite, année après année, pour essayer de comprendre où est en fait le cœur de croissance de l'emploi dans l'économie française. Nous, on pense que c'est vraiment dans ces PME déjà un peu établies, encore plus que dans les startups, que l'emploi se crée en masse. Donc on s'est demandé, quelles sont-elles? Alors en fait, le raccourci que souvent les élus et les gens qui gèrent le développement économique font, c'est pour créer des emplois, il faut créer des entreprises. Première hypothèse forte. Deuxièmement, pour créer des entreprises et qu'elles croissent, il faut qu'elles innovent, et pour ça, il faut de la technologie. Ces deux énoncés sont malheureusement un peu simplistes, et en partie faux. La première erreur, c'est sur le mot création. Alors, bien sûr, si on veut que des boîtes se développent plus tard, il faut qu'un jour elles soient créées, donc c'est bien d'encourager la création d'entreprises, mais en fait, la majorité des emplois créés est créée après par des boîtes qui sont déjà un peu grosses et qui continuent de croître, et d'ailleurs c'est ce que Oseo a vu il y a quelques années, quand au départ, ils mettaient tout leur argent d'aide à aider des entreprises au stade de la création, et puis ils se sont fait un peu réorienter pour dire non mais attendez, aidez aussi à la limite des PME existantes qui ont envie de continuer à croître et distribuer une partie de votre argent, ce qui a évidemment ramené moins d'argent pour les startups qui à l'époque se sont un peu plaintes de cette réorientation-là, mais qui au fond, sur si les choix sont bien faits dans les entreprises qu'on aide, est à mon avis un choix qui est meilleur. La deuxième erreur, ou le deuxième raccourci, c'est sur l'aspect technologie. La technologie, c'est certainement important. Avec la technologie, on peut créer des boîtes qui peuvent croître très vite. C'est un vecteur de croissance important. Mais la vérité, c'est que quand on regarde les entreprises, et quand on regarde factuellement les entreprises qui croissent le plus année après année, quand on les interroge, c'est ce qu'on a fait, on en a identifié 1200 à peu près. On pense qu'il y en a 2000 en France, ce qu'on appelle nous des PME d'hypercroissance, c'est-à-dire des boîtes de plus de 50 personnes qui continuent de croître à plus de 15% par an, année après année. On a, à notre avis, 2000 à peu près en France, sur 30 000 PME, et il y en a 1500, entre 1200 et 1500 qu'on a identifiés, et on en a interviewé un grand nombre avec des questionnaires très complexes, des interviews, etc. Ce que les gens nous disent, c'est tous les gens qui sont patrons de ces boîtes-là nous disent, un des secrets de la croissance, une des conditions indispensables de notre croissance, c'est d'innover. C'est-à-dire qu'il faut que notre offre soit innovante. Ensuite, il faut qu'on gère bien, il faut qu'on recrute bien, il faut etc., etc. On va y revenir après. Mais quand on regarde maintenant dans quel secteur elles sont, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais ce qu'on voit ici, c'est que sur, alors ici, c'était un champion de 800 entreprises qu'on avait, vous en avez 70% qui sont des entreprises de services, vous en avez 15% qui sont des entreprises de commerce, et vous en avez 15% qui sont des entreprises industrielles, produits.
Et quand vous regardez ensuite les sous-secteurs qu'il y a là, oui, il y en a quelques-unes qui sont technologiques, mais il y en a finalement assez peu. Alors, ça ne veut pas dire que celles qui ne sont pas, dont l'offre n'est pas technologique au cœur, n'utilisent pas de technologie, elles utilisent toutes de l'Internet pour se faire voir, etc. Mais au fond, aller chercher à tout prix le dernier zizi-gougou technologique qui sortira des laboratoires, c'est un raccourci phénoménal sur la stimulation du développement économique. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que travailler avec les labos, les aider à faire de la valorisation de technologie, c'est inutile, mais si on s'intéresse dans le grand schéma à la création d'emplois, et qu'on ne fait que ça, on oublie pas mal de choses, et c'est à mon avis une des erreurs des politiques de développement économique qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, où tous les territoires veulent en faire plus, les départements qui n'ont pas ça comme compétence obligatoire veulent en faire, les régions vont en faire plus, etc. Et on a un peu un manque d'imagination dans ces approches-là. Tout le monde veut faire son nouvel incubateur, sa nouvelle pépinière, etc. On va avoir une floraison monstrueuse de trucs inutiles, surdimensionnés, et finalement un gâchis d'argent public assez considérable. Alors que quand on regarde ça, la vraie difficulté, c'est ces entreprises qui sont toutes innovantes. On en a interviewé 150. Des gens qui faisaient des placards, des gens qui faisaient de l'ingénierie, des gens qui faisaient effectivement des composants électroniques, des gens qui faisaient du recrutement par intérim. Ils sont tous innovants, d'une certaine manière. Mais la nature de l'innovation, elle est multiple. Elle peut être dans le produit, elle peut être dans le business model, elle peut être dans la façon dont on offre le service. Le gars qui faisait des placards, par exemple, il avait rebaptisé son offre et repositionné son offre comme étant des espaces à vivre. Et en fait, il vendait ce concept en Asie, où les maisons sont petites, où les gens sont serrés sur leur terrain, et ce truc se vendait absolument de façon extraordinaire. Il avait aussi une innovation, ou en tout cas une intelligence dans son offre, qui était une modularité des produits, des placards qu'il offrait, qui était astucieuse. Il avait une structure de son offre qui était intéressante, qui pouvait être industrialisée de manière efficace, mais le cœur de son innovation n'était pas là. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand on interviewe ces patrons, on en a interviewé une centaine à peu près, qu'on leur demande, au fond, qu'est-ce qui vous permet de croître? Où sont les points d'usure? Qu'est-ce qui vous permet de croître de façon durable? Alors, il y a une dizaine de gros enseignements. Là, je vous en montre 3 ici qui sont importants pour ce qu'on va voir après. Le premier, c'est l'offre. Alors, ils disent, oui, on innove. Tous disent, on innove. Mais en fait, innover, ce n'est pas le but. Le but, c'est de se différencier durablement, et c'est donc d'être perçu comme étant nouveau et pertinent par les clients, et avec des choses qui font que c'est assez difficile de répliquer pour un autre, et donc on a un avantage durable grâce à ça. Donc l'innovation n'est pas un but, elle est un moyen pour atteindre le vrai but pour eux, qui est la croissance pérenne de leur entreprise. Et en fait, pour des organismes comme Oseo, etc., c'est une vraie difficulté, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas craqué l'ADN de cette innovation-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de la mettre dans une fiche, avec des croix qu'on casse, et quand quelqu'un vient vous voir pour vous demander une aide, etc., en dehors de l'innovation technologique où l'on peut mesurer, il y a un brevet, il y a des chercheurs, etc., ça, on peut le cocher et se dire, il entre dans la grille. Si on quitte cette grille, le malheur, c'est qu'aujourd'hui, la valise n'a pas de poignée, et que donc les politiques publiques sont assez mal à l'aise pour aller éliminer ou pas des entreprises innovantes, mais qui ne sont pas dans le domaine technologique pur. La deuxième chose qu'on voit et qui est très importante, et on va y revenir, dans ce que les entreprises innovantes attendent, c'est en termes de management, la capacité à faire des dépenses utiles. Les gens ne voient pas les dépenses quelque part, quand vous embauchez ou vous investissez dans le marketing, tout ça tombe dans le PNL, donc c'est de la dépense. Ces gens-là ont tendance à voir ces dépenses comme des investissements, plus que d'autres, et ça veut dire que quand il y a des crises, des difficultés ou des conjonctures difficiles, ils coupent différemment ces dépenses ou ces investissements des autres. C'est ce qui leur permet aussi de tenir dans le temps après. Par contre, on va le voir, ils ont une contrainte sur les recrutements qui est terrible, parce que les ambiances dans ces boîtes-là sont à la fois très excitantes et très exigeantes. C'est des boîtes qui croissent très vite, elles ont besoin d'employés qui sont capables de prendre des risques, de décider en milieu incertain, et donc le recrutement des gens qu'elles ont besoin de chercher présente des caractéristiques particulières, et donc difficiles à trouver. Enfin, le financement, c'est un des points importants, encore que quand on interroge les patrons de ces boîtes-là, on leur dit, vous, le patron, dans les fonctions clés d'une entreprise, quelles sont celles que vous assumez, vous, directement, et quelles sont celles que vous déléguez éventuellement, le financement ne fait pas partie, pour ces patrons d'entreprises d'hypercroissance, des choses qu'ils prennent à bras-le-corps eux-mêmes. Ils le laissent au directeur financier de la boutique. Par contre, ils s'impliquent personnellement dans le recrutement,
et dans le développement commercial de l'entreprise. Et en termes de financement, comme on le voit ici, il n'y a pas de remède miracle. Les fonds de capital risque ou de fonds de développement sont des partenaires sur lesquels il n'y a pas un attachement phénoménal, notamment parce qu'en fait, ces gens-là cherchent des vrais partenaires, c'est-à-dire des gens qui comprennent leur métier, qui sont capables d'une vraie valeur ajoutée, et ça, de façon effective, quand ils les voient un par un, ce n'est pas le cas de tous. Et enfin, et avec les banques, ils disent en gros, il n'y a pas de partenariat avec les banques. C'est des fournisseurs de services financiers ponctuels, mais quand on a un projet un peu risqué, un peu nouveau, etc., c'est toujours compliqué, et en plus c'est très intuitu personnel. Ça dépend de l'interlocuteur bancaire qu'on a. Ces gens-là, c'est la politique des banques, tourne tous les 3 ou 4 années, et donc c'est très difficile pour nous, une PME, d'avoir un vrai partenariat avec les banques. Alors maintenant, en fait, de quoi disent-elles avoir besoin, ces boîtes, quand elles naissent, ou au moment où elles naissent, ou juste avant, et après? Alors vous voyez ici les réponses que j'indique. Je vais me focaliser surtout sur ce qui se passe après, et sur les ressources dans lesquelles éventuellement les politiques publiques peuvent intervenir, qui sont les plus importantes après. En fait, une des choses qui pourrait être facile pour les gouvernements, c'est de fournir un contexte légal, stable, et qui ne soit pas une inflation perpétuelle de nouvelles règles et subtilités qui leur posent un casse-tête véritable. C'est un vœu qu'ils ont, ils n'y croient pas trop, mais ils rappellent volontiers aux politiques publiques que finalement, faire mieux est quelquefois l'ennemi de faire bien. Les vraies choses dont ils ont le plus besoin, je dirais dans un ordre décroissant, c'est des clients, première chose, des employés, deuxième chose, et le financement pour faire ça. Mais finalement, le financement pour eux devrait être une conséquence des deux autres choses. Et la première chose, s'ils pouvaient demander plus d'aide sur quelque chose, ce serait les clients, et on va voir pourquoi. Voici un slide qui est un peu compliqué à lire, et qui traduit finalement la dynamique de développement de très jeunes boîtes qui sont dans le secteur B2B. Donc là, on n'a pas de site internet qui vous vendent ou de e-commerce, etc. On est sur un panel d'entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Ces entreprises sont issues soit du pôle de compétitivité systématique, dont vous voyez le logo un peu au-dessus, soit du comité Richelieu, qui est un regroupement d'entreprises de croissance, de petites entreprises de croissance. On a interviewé 350 de ces entreprises dans les 2 mois passés pour leur demander comment vous développez-vous, quelle est l'importance du lien avec les grands groupes, avec les administrations ou avec les PME dans votre développement commercial. Et ce que vous voyez ici, c'est le nombre cumulé des 350 entreprises. Alors là, bon, ici, on avait 164 sur lesquelles on avait les réponses effectivement, qui ont un revenu avec le segment de clients au minimum de 0%. Donc évidemment, tout le monde a plus que 0% de son revenu avec les 3 segments qu'il y a là, jusqu'à 100% à l'autre bout. L'œil ouvert que vous voyez là vous dit une chose, ce sont les grands donneurs d'ordre privés, les grands groupes, qui sont le moteur absolu du décollage de ces boîtes. Sans les relations avec les grands groupes, ces boîtes ne décollent pas. Alors ça, c'est la vérité. Maintenant, quand vous ramenez par contre le chiffre d'affaires de ces entreprises auprès des grands groupes par rapport aux achats des grands groupes et le chiffre d'affaires de ces entreprises avec l'administration par rapport aux achats publics, le ratio n'est pas forcément à l'avantage des grands groupes. Et ce que dit ce slide, en fait, c'est que les deux segments privés, grands groupes, et publics peuvent être des vecteurs de développement de ces PME à leur démarrage et en début de croissance, très importants, et les deux en ont sous la semelle. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a demandé en fait aux entreprises quels sont les blocages pour travailler avec les uns ou les autres, et qu'est-ce qui pourrait aider. Et dans les remèdes qui pourraient aider, il y a clairement une attente très forte des PME d'un équivalent, alors ils le disent avec ces mots-là, même si c'est quelque part un peu conceptuel et complexe, de Small Business Act. Alors aujourd'hui, c'est un des axes sur lesquels les puissances publiques, le gouvernement réfléchit effectivement. Pour les grands groupes, moi j'ai suggéré une idée qui me paraît d'une simplicité totale et qui laisserait quelque part le marché s'exprimer, qui serait de prélever une partie, par exemple du crédit impôt recherche donné aux grands groupes, qui a été augmenté de façon importante il y a quelques années, sans qu'ils en aient un besoin gigantesque. On peut prélever, à mon avis, 100 ou 200 millions par an pour alimenter un fonds qui serait un fonds commercial, et dans lequel on dirait aux grands groupes, vous, à monsieur Alcatel, on vous a prélevé, entre guillemets, 3 millions d'euros du crédit d'impôt recherche que vous auriez pu avoir avant. Ces 3 millions d'euros sont là pour vous. Si dans l'année qui vient, vous les utilisez pour référencer des nouvelles entreprises dans votre panel de fournisseurs, vous pouvez payer
les premiers contrats de ces entreprises-là sur les 3 millions d'euros en question. Et si au bout d'un an, vous ne les avez pas utilisés, ben, les 3 millions d'euros seront toujours là pour d'autres grands groupes qui sont peut-être plus appétents que vous à développer du commercial avec des PME. Donc un mécanisme très simple, qui n'a pas besoin d'une armée de gestionnaires pour qualifier, etc., qui laisse le marché causer et qui stimulerait l'entrée de nouvelles références et donc de nouveaux liens commerciaux entre des toutes petites boîtes et des boîtes plus importantes. Donc là, la créativité peut être en jeu, c'est le moment si vous avez d'autres idées. Enfin, je voudrais venir sur le financement qu'on évoquait avant. Ce slide, qui est peut-être un petit peu dur à lire au bout, dit une chose, en fait, c'est une analyse de quelques milliers, voilà, 8000 PME, qui avait été créées en 2004-2005, et dont on a regardé, au bout de 6-7 ans, quelle taille elles ont. C'est ce que vous voyez en haut, elles ont une personne, 2 personnes, 3 à 5, jusqu'à plus de 50 au bout. Et combien de capital ont-elles levé depuis la création? C'est à la fois le capital de création, plus éventuellement des levées de fonds intermédiaires. Et ce que vous voyez, et pour chaque colonne, on regarde finalement quel est le pourcentage de ces entreprises, celles qui ont entre 10 et 20 employés, entre 20 et 50 employés, etc., quel est le pourcentage qui ont levé moins de 100 000 euros, de 100 à 500 000 euros, etc., etc. Ce que vous voyez indéniablement, c'est qu'il y a quand même besoin d'un peu de sous en capital qui soit apporté au départ ou au cours de la vie d'entreprise pour commencer à décoller un petit peu. Vous voyez que les boîtes qui font 20 personnes ou plus au bout de 7 ans, ce qui est bien, mais ce qui en même temps n'est pas exceptionnel pour la création globale d'emplois en France, elles ont quand même levé un peu de sous, effectivement. Malheureusement, ce qu'on peut voir aussi, qui n'est pas illustré ici, c'est que quand vous cherchez de l'argent aujourd'hui entre 500 et 1,5 million d'euros, vous êtes dans ce qu'on appelle l'equity gap, qui est une vraie réalité dans laquelle vous ne trouvez pas de ressources de ce type-là. Et donc, il y a un vrai challenge à aider un peu plus, parce que les gens qui interviennent dans ce genre de montant-là, c'est les business angels, essentiellement, dont vous voyez quelques statistiques ici, qui sont encore une cohorte assez peu développée en France. Il y en a 4000 ou un peu plus maintenant. Ils ont investi 40 millions, c'est pas mal 40 millions, mais à un coût de ticket de levée de fonds de typiquement 150 000 euros, ça vous fait 300 levées de fonds, donc c'est pas énorme pour aider les entreprises à démarrer effectivement, qui sont, comme vous le voyez ici, beaucoup dans l'ICT, etc. Et ces business angels viennent quand même de prendre un coup sur la tête, parce que eux, les pigeons, c'est eux, in fine, hein, dans la fameuse errance du gouvernement qui a eu lieu il y a quelques mois. Ils se retrouvent aujourd'hui taxés et surtaxés sur les plus value, comme en fait, dans la durée, quand on regarde la vie financière d'un business angel qui investit plein de fois, quand il est moyen, enfin, l'angel moyen, au bout de 10 ans, il est break-even, c'est-à-dire qu'il a retrouvé son argent et il a eu entre-temps le plaisir d'accompagner des boîtes, certaines sont mortes ou pas. Donc c'est pas des gens qui deviennent riches, quand on charge la barque un peu plus, eh bien, quelque part, ils vont abandonner petit à petit et on risque d'avoir des levées de fonds et des investissements business angels qui sont en décroissance dans un environnement qui est un peu plus agressif pour eux. Voilà un petit peu quelques éléments sur les sociétés innovantes, les contresens éventuels, et puis ce dont elles ont besoin quand on les interroge et qu'on les regarde de très près. Je vous remercie. Je voulais dire à François que je suis pleinement d'accord sur l'idée que l'innovation n'est pas que de l'innovation technologique. ParisTech Entrepreneur est un incubateur qui est thématique des technologies de l'information, mais les entreprises qui y sont ne sont pas toutes, et loin de là, des entreprises technologiques. D'autre part, il y a un sujet qui n'était peut-être pas dans le thème de l'étude que tu as développé, mais qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation des grands groupes, très souvent, ça dépend des groupes, ça dépend des grandes entreprises, c'est l'innovation acquise, c'est-à-dire que le moyen d'innover, c'est d'acquérir une start-up pour laquelle la mayonnaise a pris et qui a développé un produit nouveau, et ça c'est un débouché très important des startups, ce qui donne de l'importance à l'innovation en startup. Voilà.